Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le 17e numéro dans notre seconde série de webinaires consacrée à la gestion de la COVID-19. Une initiative de l'ex-Africa et du programme citoyen de GIDER, soutenue par deux partenaires, Managers Production et Elite Sénégal. Ce soir, nous allons parler du thème suivant, sécurité et liberté avant et après le COVID-19. Notre conférencier ce soir est Ibrahim Noureddine Diagne. Monsieur Diagne, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Madame Silibé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, vous êtes l'administrateur général de Gaindé 2000, une entreprise sénégalaise leader dans le domaine d'éthique, spécialisée dans la facilitation du commerce, la modernisation des activités douanières et la dématérialisation des formalités publiques. Et cette entreprise a été créée en 2002. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, Monsieur Diagne, pour ce qui est par exemple de la dématérialisation des formalités publiques, quel est le bilan et quels sont les prochains chantiers? On sait déjà que la mise en place du guichet unique intégral du Sénégal fait partie de vos réalisations phares. Alors, c'est une question d'actualité parce que vous savez que la dématérialisation, c'est un moyen pour les organisations publiques comme privées de se rapprocher de leurs parties prenantes, essentiellement leurs clients ou leurs usagers lorsqu'il s'agit d'administration. Ça fait à peu près 18 ans que nous sommes dans ce registre et sur le plan du commerce international, nous avons transformé les formalités, l'environnement des procédures du Sénégal à travers le guichet unique mis en place dès 2004. Alors, si je fais notre bilan par rapport au parcours, je pense qu'il reste énormément de choses à faire en matière de dématérialisation au Sénégal, en Afrique et d'ailleurs dans pas mal de régions du monde. Et donc, il y a un champ de possibilités aujourd'hui très large pour toutes les entreprises qui s'activent dans la digitalisation ou la dématérialisation des formalités. Alors, je vous interpelle cette fois-ci en ma qualité de spécialiste de l'information documentaire. Je suis également archiviste de formation. Nous faisions nos travaux pratiques entre 1995 et 1996 aux archives nationales, sous-sol building administratif, et dans des conditions très difficiles. Et déjà, à cette époque, on parlait de procéder à la numérisation des archives. Et les archives, ce sont, vous le savez certainement, des supports de la bonne gouvernance, puisqu'elles consignent les activités de l'État. D'où l'enjeu que comporte la gestion, la conservation et l'accès de ces archives. Un processus avait été lancé en 2008, mais force est de constater que le rythme est toujours très lent. D'abord, pouvez-vous revenir sur l'intérêt ou les avantages de procéder à la numérisation, donc à la dématérialisation de ces archives? Alors, lorsqu'on parle des archives, on est dans un registre plutôt axé sur la gestion électronique des documents. Donc, on a un historique d'abord des archives anciennes qu'il faut pouvoir numériser, donc scanner pour utiliser un langage assez simple et conserver avec un format digital.
Et ces archives doivent être conservées, mais en même temps, des technologies doivent permettre de pouvoir accéder à leur contenu sous forme de données et de pouvoir donc en faire une exploitation judicieuse. Donc, c'est un gros chantier parce que vous savez, si vous décidez que vous avez mis en place une plateforme de dématérialisation et que le point zéro, c'est aujourd'hui que vous avez implémenté cela, votre chantier est facile parce que vous générez vous-même les archives et vous les classez et vous pouvez les organiser. Mais si vous êtes dans la logique où vous devez rattraper un historique, et comme c'est le cas à chaque fois qu'on parle des archives qu'il faut numériser, alors ça devient un gros chantier parce que les personnes qui vont être à la manœuvre pour scanner tous ces documents-là devront les indexer et devront leur donner des références. Et ces références-là doivent être parfaitement exactes, donc vérifiées pour pouvoir enfin remplir la fonction d'archive au sens juridique du terme. Et c'est un gros chantier. Donc, ce n'est pas un chantier simple. Et c'est pour cela que dans la plupart des procédures, le chantier de reprise de l'existant en termes d'archives papier qui doivent être numérisées est un chantier lourd. Le Sénégal a été confronté à d'autres épidémies ou pandémies comme la grippe espagnole. Quels pouvaient être justement les apports des archives médicales dans la gestion de la COVID-19? Alors, c'est clair que les archives, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est à partir de cela qu'on construit l'avenir. Donc, c'est clair que si on se met dans le contexte d'une pandémie et des pandémies qui ont dû précéder celle-là, avoir des archives contextuelles, parce qu'aujourd'hui, on a des archives universelles et on a de la documentation universelle. Mais avoir des archives contextuelles, c'est un grand apport parce que ça nous permettrait de mieux savoir notre résilience passée et de s'appuyer sur les mêmes ressorts parce que nous sommes sortis de ces pandémies et savoir comment nous en sommes sortis, ça pourrait nous aider à savoir ce que nous devons faire pour nous en sortir actuellement. Merci beaucoup, M. Diagne, pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes aussi président de l'African Performance Institute, un groupe de réflexion et d'animation panafricain destiné à la promotion du numérique. Notre pays met en œuvre justement la stratégie nationale numérique à l'horizon 2025 et vous êtes membre du Conseil national du numérique. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Alors, vous savez, le numérique, il y a eu plusieurs départs. Il y a eu les pays qui se sont investis massivement dans la fin des années 80 avec des informatiques. Monsieur Diagne, vous m'entendez? Je vous entends. M'entendez-vous? Monsieur Diagne, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Oui. Je demandais donc, est-ce que notre pays était sur la bonne voie par rapport à l'atteinte de cet objectif concernant le Sénégal numérique à l'horizon 2025? Tout à fait. J'avais entendu la question. Donc, comme je le disais à l'entame, il y a eu plusieurs trains dans la construction numérique. Il y a eu le train des années 80 avec des informatiques assez lourdes. Il y a eu le train des années 90 avec des ouvertures sur l'Internet. Il y a eu le train des années 2000, toujours en prolongement, et 2010 avec le mobile comme étant une technologie de plus en plus émergente. Là, nous sommes dans le train de 2020. Le Sénégal a fait des choses avant, mais le fait qu'il se mette sur une perspective à partir de 2020 et que ce moment coïncide en même temps avec une capacité en termes de compétences digitales très, très bien ancrées, aussi bien au niveau de la diaspora qu'au niveau des compétences nationales, permet de dire que ce départ peut être porteur de toute la valeur ajoutée qu'on attend de cela. Donc, je pense qu'à chaque décennie, il y a un départ et que nous avons pris celui de 2020 et qu'il est porteur d'espoir et je pense que nous pouvons faire de grandes choses avec. Ibrahim Noureddine Diagne, vous êtes expert du Centre des Nations Unies pour les transactions électroniques, titulaire d'un MBA et d'un Master Science de HEC Montréal et HEC Paris, d'un certificat de l'Université de Stanford sur la gestion de la transformation et le leadership. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et du conseil pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Sur votre site internet Gaindé 2000, vous proposez des solutions de dématérialisation utiles en cette période de COVID-19. Très rapidement, en quoi consistent ces solutions?
Alors, dans le contexte de la crise, je vais dire du Covid, hein, je parlerai toujours de Covid au masculin parce que je me suis déjà habitué avant qu'on me dise que c'était une dame. Mhm. Alors, dans le contexte de la crise du Covid, nous avons mis en place des dispositifs qui permettent justement de gérer les contraintes de distance. Donc, ça veut dire pouvoir signer des documents électroniquement, pouvoir payer des transactions à distance et pouvoir mettre en place, orchestrer des processus collaboratifs sans avoir à être face à face. Donc, c'est des constructions anciennes. Donc, il n'y a pas eu de développement particulier dans le contexte du Covid, mais nous avons toujours œuvré pour rapprocher la collaboration sans pour autant rapprocher les personnes. Et donc, notre métier est naturellement adapté au contexte de la crise du Covid. Alors, je rappelle le thème de ce soir, sécurité et liberté avant et après Covid-19. Monsieur Noureddine Diagne, le Larousse définit la sécurité comme la situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, ou bien une situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré, ou encore une absence ou limitation des risques dans un domaine déterminé. Des significations tantôt rigides, tantôt nuancées, qui nous poussent à dire que définir la sécurité n'est pas sans péril, sans danger, notamment au regard de la notion de liberté et dans un contexte mondial marqué par la pandémie à COVID-19. On abordera cette notion du point de vue individuel et collectif, car il va sans dire que l'une complète l'autre. Quant à la liberté, elle est l'absence de contraintes, d'entraves, c'est la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude. Il s'agit de la faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on dispose, sans être entravé par le pouvoir d'autrui. Thomas Jefferson, philosophe et président des États-Unis du 19e siècle, met en lumière la difficile et pourtant vitale coexistence entre la liberté et la sécurité. Il dit, je cite, « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. » Fin de citation. La relation sécurité et liberté peut dès lors paraître ambiguë, car pour qu'une personne puisse jouir de sa liberté, il faut une relative sécurité, mais cette sécurité implique un recul de la liberté. On considère ainsi que la sécurité est la première des libertés. Monsieur Noureddine Diagne, vos premières impressions et commentaires sur ce que je viens de dire? Alors oui, vous avez posé une question qui suscite à la fois une appréciation personnelle et collective. En fait, la notion de sécurité est souvent une notion que l'on confère à une entité extérieure. La plupart des personnes se sentent propriétaires de leur liberté, mais pas propriétaires de leur sécurité. La sécurité, on a tendance à la confier à un système, à la confier à des entités qui ont la légitimité pour pouvoir l'exercer. Alors que la liberté, on veut en disposer pleinement. Et donc, dans un contexte où les règles absolues dans lesquelles on définit ces deux concepts, que sont la liberté et la sécurité, dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement, les certitudes sont quand même assez relatives parce que nous n'avons ni la maîtrise du temps, ni la maîtrise de la matière pandémique qui nous prend actuellement. Ces deux notions sont fortement revisitées. Et je prends souvent un exemple simple, c'est à travers même le niveau d'exigence. Parce que souvent, on a l'exigence qui est affiliée à la liberté qu'on s'octroie soi-même. Quand vous donnez de l'argent pour un service, ça vous donne le droit d'exiger une certaine qualité associée à ce service qui vous est fourni. Normalement. Nous sommes dans un contexte où ce niveau d'exigence-là est totalement redéfini. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas exigeants, mais ça veut dire qu'ils le sont à un degré moindre parce qu'ils balancent cela par rapport à leur sécurité. La sécurité elle-même étant un concept également qui est très lié à la perception, parce que, comme je disais avant cette crise du Covid, lorsqu'on entrait dans un lieu public, la préoccupation première par rapport à la sécurité, c'était
est-ce que ce lieu est gardé correctement? Est-ce que les protocoles disons, de contrôle par rapport au péril terroriste, qui est jusqu'à présent, avant le Covid, c'était le péril maximum que tout le monde appréhendait. C'était ça qu'on a mis devant. Aujourd'hui, si vous allez dans un endroit public, sans doute, votre attention à l'égard de votre sécurité sera davantage mobilisée par le dispositif sanitaire mis à l'entrée de cet endroit. Et donc, ce changement aujourd'hui, le péril terroriste n'est pas pour autant évacué. Mais aujourd'hui, la préoccupation que les gens mettent devant, c'est lié à leur intégrité par rapport au risque sanitaire. Et comme je dis, si vous voyez aujourd'hui un voleur qui court à droite et une personne qui tousse à gauche, vous risquez de prendre le chemin à droite pour éviter la personne qui tousse. Donc, vous voyez la notion telle qu'elle peut changer par rapport à l'appréciation qu'on peut avoir de sa vie. C'est l'élément déterminant. Et c'est autour de tout cela que les choses vont se passer. Alors, ce qui est intéressant dans la situation que nous vivons, c'est que l'organisation des sociétés pour garantir la sécurité des individus était basée justement sur des segments solides et puis qui ont été testés dans le temps. Donc, la frontière de la liberté a également été éprouvée. Il y a eu des luttes pour pouvoir parvenir à certains niveaux de liberté. Et aujourd'hui, tout cela est plus ou moins redéfini d'une part par les légitimités qui, quelque part, structurent notre capacité à déléguer la sécurité, comme je l'ai dit tantôt, à des entités externes. Et ces légitimités-là, aujourd'hui, sont plus ou moins remises en cause par les faits. Les faits. On avait des États qui étaient capables de régler tous les problèmes, y compris d'aller faire la guerre lorsqu'il le faut. Et aujourd'hui, on a des États plus ou moins impuissants par rapport à une situation qui appelle la responsabilité individuelle de chaque personne, et quelle que soit la région du monde où l'on peut se trouver. Ouais. Alors, la sécurité serait-elle donc une composante de la liberté? La sécurité implique-t-elle un recul de la liberté? Il s'agira ici, en gros, de débattre, entre autres, de la conciliation et de l'expression de deux valeurs importantes dans une république telle que vécue avant la pandémie et telle qu'elle doit être après celle-ci. Les premières mesures de gestion de la pandémie ont frappé de plein fouet les libertés de circuler, aller et venir, les libertés de culte, etc., avec presque partout dans le monde l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu. À mon avis, l'effet pervers des politiques sécuritaires découle de la discrétion parce que dissimulée derrière la saisine parlementaire. Et lorsque l'on sait que nos parlements africains sont acquis à la cause de l'exécutif, voici le résultat. Qui et comment définir une politique sécuritaire respectueuse des libertés? Nous aurons l'occasion de revenir sur ces aspects au cours de ce webinaire. À l'heure de la prolifération des menaces multiformes, dans un monde devenu un gros village planétaire, la sécurité, qu'elle soit collective ou individuelle, est aujourd'hui une véritable demande sociale parce que les questions de sécurité sont vécues au quotidien, même si elles sont différentes d'un environnement à un autre. En même temps, les citoyens n'entendent pas remettre en question les libertés acquises de haute lutte. Votre présentation ce soir, M. Noureddine Diagne, va comporter 3 parties. La première partie est intitulée « Limitation de ces deux notions dans le contexte de Covid-19 ». La deuxième partie, « Hypothèse de réappropriation des notions de sécurité et de liberté après Covid-19 ». Et la troisième partie, « Les défis de l'Afrique dans ce contexte de Covid-19 ». Monsieur Diagne, vous avez la parole pour la première partie de votre présentation. Merci. D'abord, sur votre introduction, vous avez évoqué le fait que les décisions en fait, qui ont plus ou moins contraint la liberté dans toutes les régions du monde dans le contexte de la crise du Covid, qui ont amené les personnes à renoncer à une partie de leur liberté, renoncer volontairement, parce que si vous regardez bien la première phase des mesures qui ont été prises un peu partout dans le monde, c'est des mesures qui ont été bien reçues, bien acceptées. Et elles ont été très contraignantes parce que ça a été du jamais vu pour tout le monde. Et plus ça traîne dans le temps et qu'il n'y a pas de réponse dans le temps pour dire que ça va finir à tel moment,
plus il y a eu des impatiences un peu partout. Parfois, des impatiences portées par les autorités politiques, comme si on prend le cas des États-Unis. Parfois également des impatiences portées par les populations, surtout lorsqu'on prend les pays africains, dont le Sénégal, où en fait, les moyens de survie existent que par le quotidien et la liberté de mouvement. Donc, ces deux appréciations qui peuvent être parfois différentes, en fait, résultent de la même logique. Aujourd'hui, l'individu est déterminé par sa capacité à pouvoir se réaliser à travers ses besoins primaires. Et tant que ces derniers ne sont pas contraints, les besoins primaires, il est dans une logique où il peut être soumis à un ordre temporaire ou permanent. Et dans la situation que nous vivons aujourd'hui, cet ordre nouveau qui a été imposé à la plupart des populations à travers le monde est un ordre qui a dérangé les libertés, mais qui avait pour optique de renforcer la sécurité, parce que la sécurité sanitaire participe également de cette sécurité que nous attendons. Donc, nous sommes dans une période où le jugement des individus par rapport à la situation correspond en même temps à la capacité des organisations comme les États à pouvoir solutionner les questions. D'habitude, l'État a une longueur d'avance sur les populations, mais dans le cadre de cette crise, l'État réfléchit en même temps. Et on se rend compte que l'État, finalement, c'est une incarnation animée par des humains qui, également, lorsqu'ils rentrent chez eux, se posent les mêmes questions exactement que celles que nous posons tous les jours. Et donc, le consensus à travers lequel les sociétés ont mis des règles aujourd'hui pour vivre ensemble et qu'une partie de ces règles limite la liberté, une autre partie de ces règles assure la sécurité, c'est des fondations qui sont aujourd'hui un peu mouvantes. Donc, cette crise a plus ou moins bouleversé un peu ou challengé, si le mot est correct, la stabilité de ces deux plaques liberté et la plaque sécurité. Et le grand défi aujourd'hui pour les individus, c'est de pouvoir reprendre à leur compte à travers l'interpellation sur la responsabilité qu'on demande à toutes les personnes à travers le monde, donc de reprendre en partie une partie de leur sécurité. Leur liberté était entre leurs mains, mais leur sécurité a toujours été déléguée. Et aujourd'hui, le discours international, en fait, qui est tenu partout, c'est de dire votre sécurité, désormais, une partie de votre sécurité est entre vos mains, c'est votre responsabilité. Si vous êtes responsable, vous assurez une partie de votre sécurité et nous, organisations étatiques, nous assurons le reste. Donc, l'État devient un acteur qui mobilise la sécurité des individus à travers leurs propres responsabilités. Et ça, c'est un fait nouveau. Parce que la responsabilité également, c'est une notion que les personnes ne partagent pas avec la même rigueur. Certains en font une affaire personnelle et d'autres en font une affaire collective. Et nous nous rendons compte dans le contexte de cette crise que la responsabilité est une notion collective. Car si des petits groupes se constituent avec leurs propres certitudes et définissent leurs responsabilités comme étant celle qui doit prévaloir, il va sans dire que cela aura un impact négatif sur le grand groupe aujourd'hui qu'on définit à travers la nation. Donc, je pense que cette crise a des impacts sociologiques assez prononcés, qui ne sont sans doute pas bien mesurés au stade où nous en sommes aujourd'hui, parce que c'est actif. À chaque jour, on fait des constats nouveaux et on se rend compte que la résilience a soit des limites, soit au contraire, elle va largement au-delà de ce qu'on escomptait. Et tout cela, donc, nous met dans une perspective très intéressante post-Covid pour être capable d'analyser comment est-ce que les individus et les sociétés peuvent réagir par rapport à cela. Donc, en résumé de cette première partie, je dirais que la notion de liberté et la notion de sécurité vont forcément connaître des glissements. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on va se réapproprier ces notions exactement telles qu'elles étaient après que cette crise soit derrière nous, ou est-ce que ces notions, justement, vont dériver dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on voit un peu des tentatives autoritaires, et ces tentatives d'ailleurs autoritaristes
sont antérieures à cette crise du Covid parce qu'on a vu une montée du populisme un peu partout dans le monde. J'ai l'habitude de dire l'Afrique est sans doute un des rares continents qui n'a pas versé dans ce populisme outrancier et qui est souvent, qui contient souvent de la haine et une forme de xénophobie. Mais ce populisme-là était vraiment à la manœuvre. Et nous étions déjà dans une ère où, sur le plan géopolitique, les nations elles-mêmes étaient en train de calculer leurs forces pour pouvoir redéfinir éventuellement leur rapport entre elles. Et donc, c'est dans ce contexte où on était bien engagé dans une querelle de leadership, dans une guerre, en fait, des plus forts, entre guillemets, que cette crise est intervenue et a plus ou moins mis à niveau les nations et les personnes, car on a vu qu'il n'y avait aucune préparation qui était mieux faite que l'autre et aucun peuple qui était plus exposé ou moins exposé que l'autre. Donc voilà, nous sommes dans un contexte assez fluctuant et donc c'est toujours avec précaution qu'il faut utiliser les termes et surtout avoir des certitudes qui sont plus ou moins relatives, car la situation du lendemain est capable de remettre en cause les certitudes du jour. C'est en résumé ce que vous appelez le délicat compromis. Les États, d'un côté, les populations de l'autre, un rapport de force sur fond de crise d'autorité et de remise à plat des légitimités. De quelle situation sortons-nous? Vous en avez parlé. Les principaux sujets avant la COVID-19, c'était le populisme, des multilatéralisations, guerre d'influence, immigration, technologie, défis environnementaux, etc. Dans quelle situation sommes-nous? Les principaux sujets durant la COVID-19, c'est résilience, récession, aide publique, chômage, faillite, réindustrialisation, télétravail, entorse aux libertés, digitalisation accélérée, désacralisation des institutions canoniques, repositionnement des dynamiques communautaires et de la société civile. Et vers quelle situation pourrions-nous être après Covid au niveau des libertés, au niveau de la sécurité, au niveau de la démocratie, au niveau de l'entreprise, au niveau des économies, au niveau du multilatéralisme, le multilatéralisme qui connaît actuellement une très profonde crise. Avant d'entamer la seconde partie de votre présentation, M. Diagne, nous allons voir avec Fanta Diallo. Est-ce qu'il y a des followers qui ont déjà posé des questions sur cette partie? Fanta Diallo, bonsoir. Bonsoir, Lika. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions, Fanta? Non, pas encore. Elle concerne plus la seconde partie, donc je vais attendre. D'accord. Alors, moi, j'ai quelques questions pour M. Diagne. Monsieur Diagne, vous avez rappelé, dès la notification du premier cas de COVID-19 au Sénégal, des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités politiques, comme partout dans le monde d'ailleurs, pour juguler cette pandémie. Peut-on dire que l'état d'urgence avait menacé les libertés fondamentales? Croyez-vous en la conciliation entre sécurité et liberté? Si oui, comment? Oui, je pense qu'il y a fondamentalement une relation forte et comme vous l'avez indiqué, ces mesures, ce qui change, c'est le niveau d'exigence. C'est-à-dire, je suis prêt à un moment donné, dans une situation donnée, à renoncer à ma liberté pour pouvoir bénéficier d'une forme de sécurité individuelle ou d'une sécurité collective. Et donc, c'est tout ça le sens du dilemme. Ça veut dire que des États ont poussé des mesures extrêmes. En allant, par exemple, la question du confinement total a été évoquée dans certains de nos pays qui ne sont vraiment pas dans un contexte où cela est matériellement possible. Mais il y a eu, heureusement, un raisonnement qui allait dans le sens où le confinement total n'est pas possible socialement, n'est pas possible économiquement, n'est pas possible sécuritairement. Et donc, ce confinement total n'a pas eu lieu dans nos pays. Certaines villes l'ont tenté en Afrique, certains pays l'ont tenté, mais ils ont vite fait de faire marche arrière. Et donc, quelque part, je pense que c'est ça le sens de la mesure. Et quand vous portez des mesures de confinement général, si on le faisait dans un pays comme le Sénégal, ça tiendrait peut-être une semaine, pas plus. Alors qu'on a pu tenir avec le couvre-feu presque 2 mois sans qu'il y ait des mouvements d'humeur. Et ça aurait été vraiment radical si on était allé vers un confinement total. Donc, vous voyez que c'est la situation, en fait,
des personnes qui va déterminer leur acceptation et le compromis que ces personnes feront, qu'elles feront donc sur ce qu'elles peuvent investir de leur liberté pour acheter leur sécurité. Et donc, je dirais que ce sera très situationnel et aussi très local. Monsieur Diagne, on dit souvent qu'on ne peut pas dissiper l'insécurité, mais on peut dissiper le sentiment d'insécurité. Dans le contexte de la COVID-19, c'est une insécurité sanitaire parce que c'est une question de vie et de mort. Mais depuis le discours du 11 mai du chef de l'État portant assouplissement de ces mesures face aux réalités économiques et sociales que vous venez d'évoquer, on assiste à un relâchement également de la population dans le respect des gestes barrières, surtout chez les jeunes qui se retrouvent en grand nombre sur les plages et autres places de villégiature. Comment interprétez-vous ces attitudes? Assurance, insouciance, déficit d'information ou défaillance dans la communication des autorités, notamment celle du ministère de la Santé? Alors, déjà, la notion de relâchement est une question importante parce que qui dit relâchement va sans doute dire qu'il y avait eu une parfaite rigueur en matière d'observation des gestes barrières. Or, ce qui s'est passé sans doute, c'est que nous n'avons pas observé que cette rigueur n'a jamais été au rendez-vous. Cette rigueur était contrainte. Elle était contrainte par le fait que donc, les personnes n'étaient pas habilitées à circuler. Elle était contrainte par le fait que les entreprises et les administrations étaient plus ou moins contraintes à avoir des horaires qui faisaient que ce n'était pas possible de constater cette rigueur et également les mesures sur le transport. Donc, je pense que lorsqu'on parle de relâchement, on est sur un terme qui n'est pas forcément explicite par rapport à ce qui nous arrive. Je pense que ce qui nous arrive, c'est que cette crise du Covid, cette pandémie, n'est sans doute pas prise au sérieux par la plupart des personnes. Parce que n'oublions pas, je voyais Sergueï qui m'a précédé dans ce forum et qui est un brillant intellectuel, qui disait que le Sénégal était souvent dans les indicateurs de mesure du rapport de l'individu à la foi, le pays qui était le plus plébiscité au niveau mondial. Hein. Moi, j'avais déjà lu en effet un article qui disait qu'au Sénégal, 90% des personnes déterminaient leur vie par rapport à leurs croyances. Et tous les autres pays européens étaient autour de 2-3%, sauf les États-Unis qui étaient bizarrement autour de 40 à 50%. Donc, c'est une lecture qui date de 15 ans. Je ne sais pas si c'est toujours actuel ou pas. Mais cela dit, un pays où 90% on se détermine par rapport à ses croyances, c'est un pays où on ne peut mobiliser les gens qu'autour de leurs croyances et non pas autour d'un idéal commun que serait le cadre de la nation. Je pense que cette crise nous montre qu'il faut beaucoup investir sur le relent d'appartenance à une communauté qui est la nation et que ce relent-là doit être tellement fort, tellement marqué que chaque individu doit se sentir protecteur de cette construction-là. Or, je pense que dans notre pays, comme dans la plupart des pays également, pas forcément africains, cette construction de la nation et le fait que chaque personne se sente défenseur de cette nation a été plus ou moins négligé parce qu'on a toujours considéré que l'État était le maître du jeu et que l'État était capable d'imposer tout ce qu'il fallait et que l'individu en tant que tel n'avait pas forcément un investissement personnel à faire pour la consolidation de ces constructions. Et donc aujourd'hui, on est naturellement dans une situation où lorsqu'on demande aux gens d'être responsables, la limite de leur perception de leur responsabilité est souvent limitée à leur idéal, à ce en quoi ils croient, et c'est sur ça qu'ils peuvent être mobilisés. Et ce matin, sur un site internet, le gouverneur de la région, d'une des régions de l'intérieur du pays, était scandalisé de constater que dans cette zone du pays, il existe encore des personnes qui doutaient de l'existence de la pandémie de COVID-19, pour donc confirmer ce que vous avez dit. Je précise que la sécurité, c'est aussi un état d'esprit, celui d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un groupe, c'est le sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger et risque. Dans le management de la sécurité, il y a les aspects prévention et alerte précoce. Et pour cela, il faut avoir les connaissances informantes. Il faut aussi de la veille stratégique.
Ces deux aspects doivent guider la prise de décisions appropriées. Dans le cadre de la COVID-19, beaucoup de décideurs sur le continent disent avoir été surpris. Partagez-vous cet avis au moment où la technologie et la vitesse à laquelle les informations se répandent dans les 4 coins du monde permettaient quand même d'anticiper dans la gestion de cette crise sanitaire? Oui, c'est vrai que cette crise sanitaire a déclenché l'usage de plusieurs superlatifs qui n'avaient pas été utilisés depuis bien longtemps. Voilà, donc quelque part, ça a été une surprise, je dirais même ça a été un choc, parce que ça s'est passé très vite entre, ça commence quelque cas en Chine, et puis l'Europe commence, et puis ça c'est devenu incontrôlable. C'est-à-dire c'est en 3 mois qu'on est passé entre janvier et mars d'une situation totalement accessoire et exotique de choses qui se passaient en Chine à une situation totalement hilarante sur le plan mondial et qui a eu des conséquences sur tous les fondamentaux. Ça veut dire on a tout vu. On a vu des choses qu'on n'imaginait pas s'arrêter, tout s'est arrêté. Et donc, du coup, ça, c'est un choc. Je pense que le choc, ce n'est pas la pandémie, parce que l'Afrique a vécu Ebola, qui est beaucoup plus inquiétant, à mon avis, parce que Ebola est une maladie vraiment contagieuse et mortelle. Donc, la question, c'est que Ebola n'avait pas fermé les économies, les écoles, les mosquées, les églises, etc. Et qu'avec cette crise, on est arrivé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les États se comparent entre eux. Si vous ne fermez pas vos lieux de culte, si vous ne fermez pas vos écoles, demain, on vous reprochera d'avoir été négligent envers vos populations. Vous avez vu que déjà en Italie, le président du Conseil a été entendu par des juges sur la manière dont il a géré la crise. Et vous allez voir beaucoup de choses similaires qui vont se dérouler à travers le monde. Et du coup, il y a eu voilà, une tentative d'imitation, parce que quand vous ne prenez pas les mesures à la hauteur, demain, on vous le reproche. Voilà. Certains pays africains, comme je l'ai dit tantôt, ont été un peu mal inspirés de vouloir caler le modèle européen immédiatement sur notre sol. D'autres ont été sans doute, et ils se sont consultés. J'imagine que les chefs d'État africains se sont consultés parce qu'ils ont compris que si la Côte d'Ivoire met le curseur au niveau 10 et que le Sénégal le met au niveau 5, demain, on interpellera le Sénégal sur comment est-ce qu'il a géré cette crise. Et donc, cette consultation a sans doute fait qu'il y a une certaine forme d'harmonisation. Même certains pays ont mis, certaines villes comme Lagos ont été mises en quarantaine. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 2 semaines, là où en Europe, ça a duré 3 mois ou 2 mois. Donc, je pense que c'est une surprise, il faut le dire, c'est un choc, il faut le dire. Et je pense qu'on ne peut reprocher aujourd'hui à aucun gouvernement à travers le monde, qu'il soit d'Afrique ou d'Europe, de n'avoir pas bien anticipé cette crise, de n'avoir pas pris les mesures adéquates. Maintenant, la conséquence économique, c'est ça la deuxième crise. C'est que les mesures sanitaires qui ont été prises pour protéger de la pandémie ont eu justement des impacts sur l'économie. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, où par contre les États sont attendus sur leurs responsabilités, parce que l'économie, c'est ce qui fait vivre en fait les personnes. Merci beaucoup, M. Noureddine Ibrahim Noureddine Diagne, pour toutes ces réponses. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de votre conférence, qui a pour titre « Hypothèse de réappréciation des notions de sécurité et de liberté après COVID-19 ». Alors, dans cette deuxième partie, ce qu'il est important peut-être de mettre en perspective, c'est d'abord le modèle même de la démocratie. Parce que vous savez, le modèle de la démocratie, c'est également une forme de délégation de sa volonté à travers un système normalisé, à des institutions qui vont gérer l'intérêt général. Donc, on était dans une approche où on a confiance aux institutions et on a confiance en leur capacité à résoudre les problèmes. Or, cette crise a un peu mis du plomb dans l'aile de cette réflexion. Pourquoi? Parce que les États n'ont pas été capables d'apporter les réponses idoines au moment voulu et en temps voulu. Donc, il y a eu souvent une pression et un dialogue entre les experts, les décideurs politiques et également les populations à travers leur société civile. Et plus il y a de l'amplification du discours, de la revendication dans un sens ou dans l'autre, plus la décision a été orientée dans un sens le moins conflictuel possible pour pouvoir conserver en fait toutes les
en fait, la bonne face, en fait, que personne ne perde la face. Et vous savez que tous les pays ont des armées, et pourtant, la pandémie, à travers la communication qu'on entend, le risque est le même. Le risque aujourd'hui de cette pandémie-là, on vous parle de deuxième résurgence ou de tout ça, le risque n'a pas changé. Mais le désarmement était une nécessité par rapport au contexte économique. Et donc, la question, c'est de dire ce rapport qu'on a eu avec des autorités en qui on a fondé une confiance absolue et qui ont été incapables de résoudre cette crise qui est plus grave que toutes celles qui ont été vécues au préalable, mais surtout que nous sommes dans une perspective où cette crise-là peut naître demain avec un nouveau virus et nous frapper de la même manière. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, les populations différents avec cette démocratie-là. Et cela, pour moi, pose un problème post-Covid qui va être que nous ne savons pas si les frontières de la liberté et de la sécurité vont être redéfinies dans le sens où les gens vont donner plus en limitant leur liberté pour donner à la sécurité et donc confier à cette entité externe leur propre sécurité et leurs propres conditions. Aussi, c'est à l'inverse, les États vont plutôt se désengager et donc investir sur la responsabilité, parce que le discours ambiant, c'est la responsabilité, et investir sur la responsabilité. Vous savez, il y a des pays comme la Confédération helvétique, donc la Suisse, Oui. qui sont organisés avec un modèle de démocratie qui est très, je ne sais pas si le mot est adapté, populaire, ça veut dire que le citoyen a son mot à dire sur tout. Voilà. Est-ce qu'il faut peindre les murs en blanc ou en jaune? Ils vont faire une votation pour décider si c'est le jaune ou le blanc qui a gagné. Et du coup, c'est un modèle, quelque part, où la responsabilité de l'individu est engagée dans toutes les décisions. Donc, il n'y a pas une représentation par un Parlement absolu qui, une fois qu'il est élu, pendant tout son mandat, il décide pour toute la communauté et il est supposé incarner l'intérêt des populations et des territoires. Donc, ces modes de démocratie ont évolué dans le temps et dans l'espace. Et cette crise sera sans doute un moment de redéfinition. Ça ne commencera peut-être pas dans nos pays africains. Je pense qu'ici, nous sommes dans une logique, pour l'instant, assez structurante dans notre construction démocratique. Nous avons des problèmes d'autre nature, mais dans les pays dits occidentaux, parce qu'ils ne sont pas tous à l'ouest, on va avoir sans doute ce problème de remettre le curseur de la démocratie à l'endroit où il doit être, parce que en même temps, la capacité des États à incarner la solution permanente à tous les problèmes va connaître des difficultés. Et donc, cette deuxième partie de mon intervention, justement, se résume à ce nécessaire questionnement sur que va être le post-Covid pour la liberté. Est-ce que les individus vont la sacrifier? Ou plutôt ça va être l'inverse, est-ce que les États vont donner de la responsabilité et donc quelque part eux-mêmes se désengager sur leurs responsabilités premières? Et pour l'instant, je n'ai pas une réponse tranchée sur cette question. Et donc, justement, le sens du débat d'aujourd'hui, c'est que chacun puisse se faire son opinion sur ce que serait le post-Covid en matière de liberté et de sécurité. Oui, poser le débat. Merci beaucoup, M. Diagne. Ce qu'on peut retenir dans cette deuxième partie de votre présentation, la place de la sécurité et de la liberté dans un nouvel ordre mondial, avec trois hypothèses. Hypothèse 1, réappropriation immédiate. Deuxième hypothèse, réappropriation lente. Et troisième hypothèse, réappropriation impossible. De toutes les façons, dans l'après-Covid-19, ce qui est sûr, c'est que les choses ne seront plus comme avant. Nous allons vous revoir avec Fanta Diallo. Est-ce que cette fois-ci, il y a des questions avec les followers? Fanta, bonsoir. Oui, il y en a, Lika. Bonsoir à tous et merci à M. Diagne d'être là avec nous ce soir pour échanger sur deux notions fondamentales. La première question est la suivante. Avez-vous eu écho d'indicateurs qui démontrent qu'en période de pandémie, la sécurité doit primer sur la liberté pour expliquer l'option de l'état d'urgence pris par certains États? Alors, non, je pense que c'est assez situationnel. L'état d'urgence, c'est une sorte d'état d'exception qui permet de pouvoir contraindre les libertés habituelles dans le cadre d'une crise. Et je pense que autant cette crise est inédite, autant les mesures
qui ont été prises pour la contenir sont également inédites. Donc, il n'y a pas un indicateur, autant que je sache, qui permette de mettre en balance les états d'urgence qui ont été, les décisions d'état d'urgence qui ont été prises à travers le monde et la capacité de pouvoir gérer cette pandémie-là. Je pense que c'est du pragmatisme et également toujours le regard rivé sur ce que le voisin a fait et la courte expérience qu'il a devant nous, comment cela a pu être bénéfique ou pas. Et je pense que quelque part, la vague européenne qui a précédé la vague africaine a plus ou moins servi nos différents États à pouvoir apprécier quelle était la meilleure manière de s'y prendre par rapport à cette crise-là. La vague américaine n'a malheureusement pas appris de la vague européenne parce qu'elle a été plus ou moins surprise. Et vous me permettez à travers cette question-là d'ailleurs de rebondir tout à l'heure sur la démocratie dont je parlais. Les États-Unis, c'est la première fois que j'ai la perception que finalement, c'est le pouvoir fédéral, en dehors de la diplomatie et du militaire, a des pouvoirs assez limités parce qu'on a vu un président de la République se disputer avec des gouverneurs et des maires sur des questions pratiques où nous, dans nos pays, c'est des questions qui sont tranchées au niveau central. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait un curseur et je pense que nous sommes tous en train d'apprendre et que le curseur, il sera pour la prochaine crise, si toutefois elle ressemble à celle-ci. Si elle est différente, hélas, nous n'aurons pas appris de ce que nous sommes en train de vivre. La question suivante, la dépendance de nos pays sur les plans économiques et monétaires et plus ou moins politique n'est-elle pas un facteur de précarité de la sécurité? Si l'on conçoit la sécurité dans un sens large, incluant la sécurité alimentaire, financière, nutritionnelle, humanitaire. Ah, j'ai senti la phrase, mais je n'ai pas entendu la question. La question, c'est la responsabilité. La dépendance de nos pays sur le plan économique et monétaire, oui, ouais. plus ou moins politique, serait un facteur de précarité pour la sécurité. Serait-il un facteur de précarité pour la sécurité? OK. Bon, je pense que c'est des questions qui sont un peu différentes, hein, parce qu'aujourd'hui, la question monétaire dont il est question, en effet, a fait l'objet de beaucoup de débats. Et c'est une question à la fois technique et émotionnelle, hein, parce que pour beaucoup de gens qui sont dans ce débat, la question peut être vite réglée à travers des décisions qui ne soient pas techniques, mais qui soient politiques seulement. Et pour beaucoup d'autres personnes qui sont maintenant des experts de la question, voilà, ce n'est pas une réponse cosmétique en matière de nom ou de principe. C'est une question carrément de l'instrument monétaire comme un instrument de souveraineté qui soit capable de nous poser, de construire notre développement. Donc, je pense que ces questions-là ne sont pas liées par rapport à la sécurité au sens large du terme. La question monétaire est une question qui peut avoir des incidences sur la passion des populations et cette passion elle-même peut conduire à un péril sécuritaire. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à un point où c'est une question qui est traitée. Et comme je dis, si moi-même j'avais un mot à dire sur la question monétaire, ben, depuis très longtemps, j'aurais changé le nom de cette question et ça resterait un débat d'experts et de techniciens. Mais parce qu'on a persévéré, et peut-être sans doute, Madame Sidibé, vous en arriverez également au statut et au nom de nos avenues. C'est des choses, on persiste et on attend d'être poussé sur le rivage pour prendre des décisions qui finalement nous auront coûté beaucoup de passion et cristallisé pas mal des personnes, alors qu'on aurait pu anticiper sur ces questions de façon tout à fait naturelle. Totalement en phase avec vous. La suivante, la guidance de la majorité est plus dictée par la directive du guide traditionnel ou communautaire que par les mesures prises par les États. Comment concilier responsabilité individuelle dictée par la croyance référencée qui diffère dans le même État et construire ensemble une liberté individuelle qui assure une sécurité collective? C'est une vraie question parce que le Sénégal est, je pense, un pays quasi exceptionnel par le fait que les individus sont attachés à plusieurs références et se déterminent par rapport à cela. Et malgré tout, on constitue une société sénégalaise qui semble homogène et bien soudée, mais souvent nous réagissons très différemment par rapport à nos appartenances multiples, parce que justement, nous ne sommes pas dans des appartenances uniques. Nous avons les appartenances religieuses, les appartenances communautaires, ethniques, de toutes sortes.
Et la somme de ces appartenances-là nous détermine, sans compter l'appartenance à la nation sénégalaise elle-même. Et donc, quand une crise de cette nature survient, on se rend compte que finalement, le multi-alignement est quelque part un problème. Parce qu'il devrait y avoir un alignement central qui est celui de la nation, qui est fondamental et qui est nourri. Et c'est peut-être le défaut de nourriture de cet alignement autour de la nation depuis longtemps, parce que les cours d'instruction civique, bon, nous sommes tous passés par là, mais c'était juste pour passer le temps. Et donc, nous n'étions pas forcément au niveau de conscience. Comme je dis, on vous enseigne ces choses à un moment où vous êtes en train de construire sans doute votre conscience, mais vous les pratiquez pas pour définir en fait la personne que vous allez être. Et au moment où vous avez besoin d'être quelqu'un, eh bien, ces notions sont très lointaines dans votre esprit. Et donc, du coup, il faut une démarche permanente qui fasse que les individus ont un ancrage d'abord très profond par rapport à leur appartenance à une nation. Et une nation, c'est une communauté de destin. C'est-à-dire nous sombrons ensemble ou nous sommes sauvés ensemble. On ne peut pas aujourd'hui être tous dans un même espace et que les gens soient sauvés différemment par rapport à leur appartenance confessionnelle, à leur appartenance ethnique ou à leur appartenance, je ne sais, de quel autre ordre. Et donc, la vraie construction qui manque sans doute à nos pays, c'est cette construction qui fasse que nous soyons conscients de notre appartenance à la nation et je dirais même plus loin, notre appartenance à cette Afrique, cette grande Afrique que quelque part nous négligeons et qui finit elle-même par nous négliger également. Lika, il y a le réveil tardif des followers. Tu m'excuseras, mais j'ai une pile de questions. Ah oui? La question de la responsabilité collective est également ancrée, certes aux croyances, mais ne pose-t-elle pas? Je n'entends plus. Oui, excusez-moi. La question de la responsabilité collective est également ancrée, certes aux croyances et connaissances, mais ne pose-t-elle pas la question ou la problématique du pouvoir? Comment les décisions se prennent? Dans quelle mesure le collectif est impliqué? Quelle est la place du non-dit de ce que le collectif interprète et qui est souvent décisif dans le comportement? Vous savez, la définition et l'affirmation d'un pouvoir reposent essentiellement sur la notion de confiance. Quand vous allez voir le médecin, il a un pouvoir sur vous parce que vous avez confiance en lui. Et vous faites ce qu'il vous dit. Vous respirez, toussez, vous toussez, enlevez votre chemise, vous l'enlevez. Donc, la notion de confiance, elle est assortie à l'exercice même d'un quelconque pouvoir. Et c'est aussi lié peut-être au leadership. Et tout cela amène donc les entités en quête de légitimité forte à investir sur la confiance. Il ne faut jamais détériorer la confiance parce qu'au moment les plus critiques, c'est le seul rempart qui permet de pouvoir mobiliser les gens aveuglément, qui se disent, bon, on a confiance de façon, il faut le faire. Quand vous êtes dans un lieu de culte, vous faites confiance à la personne qui dirige la prière. Vous ne vous posez pas la question de d'où elle vient, est-ce que ça a été inclusif, la manière dont il ou elle a été choisi, etc. Vous venez, la prière commence, et puis c'est cette question de qui il est, d'où il vient, comment il a été choisi, elle n'intervient pas. Et donc, du coup, je pense que là où on a peut-être péché, c'est qu'on a souvent négligé la culture de la confiance, comment il faut l'entretenir, comment il faut en permanence faire en sorte qu'à tout moment, lorsqu'on mobilise la confiance, elle soit au rendez-vous et que donc, à ce moment-là, on a les adhésions qu'il faut. Et aujourd'hui, l'atomisation en termes, comme vous l'avez dit, communautaire et tout cela, est liée quelque part à un déficit de confiance. Et justement, quand la confiance centrale est rompue, c'est la confiance communautaire, atomisée, locale, celle qu'on maîtrise et autour de laquelle on va sans doute s'agripper. Dans un contexte de crise de confiance entre l'élite et les communautés, il sera très difficile de bâtir quoi que ce soit. Ça, c'était mon grain de sel dans la réaction par rapport à la crise de confiance. C'est très important. Fanta, une question? Une dernière. Oui. Le Covid, moi aussi je dis le Covid. Je refuse de dire la Covid. Le Covid a mis en évidence notre déficit de sécurité publique qui a toujours caractérisé les États à revenus faibles. Qu'est-ce que peut vraiment permettre le dilemme que cette question soit réglée après cette crise? Notre fragilité ne va-t-elle pas s'accentuer davantage quand on intègre les conséquences futures de la crise sur les politiques
budgétaire? Absolument. Ben, je dis peut-être la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, les gens arrivent à dormir, c'est que tout le monde a le même problème. Parce que si cette crise-là était géographiquement circonscrite, il y aurait sans doute raison d'avoir très peur. Mais aujourd'hui, ce qui atténue cette peur et la complexité de cette question des politiques budgétaires, c'est que la question est universelle. Aujourd'hui, les États, je suis toujours impressionné quand je vois qu'en Europe, dans les pays, du moins les économies fortes, ils annoncent des plans à coût de milliards de dollars ou d'euros, et qu'au bout de 3 ou 4 semaines, ils annoncent un deuxième plan à coût toujours de milliards d'euros ou de dollars, et puis après, ils en annoncent un troisième. Donc, ils ont une capacité incroyable à générer des ressources financières pour pouvoir contenir cette crise, parce que en fait, ces États-là également sont plus dépendants de l'approche capitaliste systémique, et donc c'est des États qui aujourd'hui, avant tout, veulent que les marchés ne s'effondrent pas et que cela n'ait pas des conséquences exponentielles sur l'avenir de leurs économies. Alors nous, dans nos pays, voilà, on a juste une fusée, et une fois qu'elle est lancée, il faut que la machine reprenne. On n'a pas de quoi lancer des fusées tous les 2 ou 3 mois, parce que nos économies n'ont pas cette capacité-là. Et donc, du coup, l'année 2021, Inch'Allah, sera une année particulièrement difficile sans doute. Mais si elle est associée avec une sorte de renaissance de nos économies, rebasée sur une introspection et surtout une affiliation de toutes nos décisions, de toutes nos démarches aux propres valeurs, autour de nos propres moyens, autour de nos propres ressources, cela peut compenser. Vous savez, les gens sont prêts à faire tous les sacrifices dès lors qu'ils savent qu'ils sont en train d'investir sur leur avenir. Et donc, quelque part, on va retourner avec cette notion de confiance sans doute pour pouvoir transcender cette difficile période qui s'avance sans doute devant nous. Lika, permets-moi une dernière question. Dans certains pays, l'usage de Big Data a été déterminant dans la lutte contre le COVID-19. Mais ce recours aux données ne rend-il pas encore notre insécurité digitale plus préoccupante? Oui, je pense que les données aujourd'hui, ça constitue un levier essentiel, notamment dans le cadre de la gestion de cette crise, parce que vous avez vu qu'un peu partout, il y a eu des applications qui ont été mises en place pour pouvoir justement tracer donc, les personnes dites contacts, suspectes, etc. Chaque pays ayant sa propre politique, hein, parce que moi-même, je n'aime pas trop qu'on parle d'un cas, je sais pas, un cas importé, un cas contact, un cas communautaire. Je pense que c'est un vocabulaire trop sophistiqué par rapport à ce que nous vivons. Soit on est contaminé et donc on est potentiellement contagieux, soit on ne l'est pas. Ça simplifie déjà l'appréhension. Parce que vous avez beaucoup de gens, à travers les discours qu'ils entendent, ils réagissent juste par rapport au nombre de cas communautaires, et surtout que les cas communautaires sont, on vous dit partout comment ces cas sont répartis, alors que ce n'est pas les cas communautaires seulement qui constituent les facteurs de contagion. Bref, je reviens au fond de la question. Donc, je pense que les données, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour régler tous les problèmes. Et aussi une question qui a été posée tantôt en matière de mettre en place même des modèles prédictifs qui soient capables de prévoir si une même situation se reproduisait, comment pouvoir être résilient. Maintenant, ça affecte la notion de confidentialité des données. Nous avons au Sénégal, pour rester dans le contexte national, une commission de protection des données à caractère personnel qui est très performante et qui travaille avec beaucoup de rigueur et de diligence sur ces questions-là. Mais quelque part, ça revient toujours à la notion de liberté et de sécurité. Lorsque notre sécurité collective est menacée, nous allons sans doute faire un peu diminuer un peu nos prétentions en matière de protection des données à caractère personnel pour justement investir sur la sécurité collective. Donc, c'est un chantier ouvert et je pense que les débats ne sont pas clôturés et que forcément, il y aura des compromis qu'il faudra faire dans le sens de la protection des données et de la sécurité. Fanta, c'est bon cette fois-ci? Oui, Lika, merci beaucoup. Voilà, Merci. Monsieur Noureddine Diagne, merci à Fanta Diallo. Il y a eu beaucoup de questions. Il y en a encore, hein, des questions aussi pertinentes les unes ou les autres qui montrent tout simplement l'intérêt de ce sujet, mais également
vos questions, vos réponses, les réponses que vous apportez sont très pertinentes. Lorsque vous aurez terminé de présenter la troisième partie de votre conférence, vous avez tantôt parlé de digital, de numérique par rapport à la sécurité, de CDP pour la protection des données personnelles. Me viennent à l'esprit certaines questions sur lesquelles on pourrait vous aborder. En attendant, est-ce que vous pourriez êtes-vous prêt pour la troisième partie qui porte sur les défis de l'Afrique dans le contexte de COVID-19, défi de l'affirmation, défi de l'ambition, mais aussi le défi de la construction. Monsieur Diagne, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, pour cette troisième partie, elle est carrément calée sur le continent africain. Cette crise est une forme de rupture. Je dis parfois, peut-être avec excès ou sans excès, que c'est pour moi une nouvelle indépendance. Nous sommes à nouveau en 1960 et nous sommes invités à prendre en charge notre destin. Pourquoi j'appréhende la situation de la sorte? C'est parce qu'aujourd'hui, cette crise va recentrer sans doute la plupart des nations au cœur de leurs propres préoccupations. Vous entendez tous les discours, notamment en Europe, sont des discours pour se recentrer sur des capacités, même ils reparlent même des fois de réindustrialisation et de redéfinir toutes leurs capacités productives internes, de limiter leur dépendance vis-à-vis de l'international, mais quelque part le regard rivé sur la Chine et l'Asie. Alors, quand un monde est en train de se redéfinir, l'Afrique doit nécessairement se redéfinir. D'autant plus qu'elle a été souvent interpellée par sa société civile et sa diaspora pour pouvoir se redéfinir d'abord en tant qu'entité et que les personnes aient le sentiment d'appartenir à cette entité-là. Donc, il y a une forme d'affirmation africaine qui est assez faible. Hein. Je pense que l'affirmation africaine est assez faible. J'ai l'habitude de dire les Africains ne me soutiennent que lorsque l'équipe du Sénégal joue un match de Coupe du Monde. Mais aussitôt que ce match est terminé, chacun remet sa boussole au nord pour déterminer comment est-ce que les choses doivent se faire. Et inversement également, nous, en tant que Sénégalais, nous soutenons le seul territoire sur lequel nous sommes solidaires et nous nous soutenons mutuellement, c'est sans doute sur la performance sportive. Mais sur le plan économique, nous avons souvent des égoïsmes qui nous enferment dans nos frontières. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Et qu'est-ce qui explique cette faiblesse, cet égoïsme dont vous faites état? Nous n'avons jamais été sans doute mis en face de nos responsabilités comme nous le sommes face à cette crise. Nous avons toujours eu des partenaires qui viennent nous dire « c'est pas grave, ne faites pas avec le voisin, faites avec nous, nous savons comment faire, nous allons régler tous vos problèmes ». Aujourd'hui, au moins, il est établi que personne ne sait régler des problèmes lorsqu'ils sont complexes et d'ordre général. Et donc, quelque part, ça nous interpelle. Moi-même, je me pose des questions. Je me dis, mais si demain, le Nigeria fabriquait des téléviseurs, voilà, est-ce que si je vais au marché, on va me dire, ah non, non, ça, c'est la télé nigériane, il vaut mieux acheter la télé allemande? Parce que c'est ce genre de stéréotypes qu'on a développé dans nos raisonnements qui font que même au marché, on vous dit, bon, il vaut allemand, l'autre, c'est pas ce truc, c'est chinois. Bon. Il paraît que ce qu'on dit chinois aujourd'hui, il y a 50 ans, c'est ce qu'on disait des Japonais, qui aujourd'hui, maintenant, sont une puissance industrielle et technologique indiscutable. Et donc, il est temps d'avoir une considération pour l'Afrique. Il vaut mieux avoir peu de choses qui soient africaines que d'avoir beaucoup de choses qui ne le soient pas. Et ça, c'est un combat aujourd'hui qu'il faudra que nous puissions gagner. Alors, il y a des leviers qui vont nous retarder. Et parmi ces leviers, il y a l'espace des médias, de l'audiovisuel, de la culture, que nous n'avons pas suffisamment investi. Lorsque nous allumons les télés, bon, peut-être que nous, d'une certaine génération, on est encore un peu ancrés sur des contenus de chez nous. Mais regardez les enfants. Les enfants, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur des contenus qui ne sont pas de chez nous. Et ces contenus ont sans doute des constructions mentales qui vont être générées et qui peuvent quelque part générer une sorte de mépris de l'Afrique par l'Africain. Et c'est ça qui est dramatique. Et même si les contenus sont de chez nous, ils sont de piètre qualité ou bien c'est encore du mimétisme. Exactement, essentiellement du mimétisme. Et donc, on génère une société où c'est la première personne qui méprise l'Afrique, c'est l'Africain.
Et cette bataille, il faut la gagner. Il faudrait qu'on puisse, au prix d'une révolution culturelle, je ne sais pas ce que ça coûte de faire une révolution culturelle, mais il faut qu'on crée une conscience africaine. Donc l'affirmation, pour moi, est un chantier essentiel et un chantier stratégique. C'est un chantier de long terme. Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut se battre pour avoir le bon Africain dans 30 ans ou dans 40 ans, qui lui maintenant va construire l'Afrique dont nous avons rêvé et peut-être que nous n'arriverons pas à construire. Alors, donc, ça, c'est par rapport à l'affirmation de cette Afrique-là. Et une fois qu'il y a cette affirmation-là, il faudra qu'on puisse traduire cela aujourd'hui par rapport à la notion de développement économique qui nous est si chère. Alors, les leviers qui empêchent cette affirmation, vous avez parlé, premier levier des médias, l'autre levier? Alors, le premier levier, c'est les médias. Le deuxième levier, c'est le fait que nous soyons colonisés, nous ayons été colonisés, et que cette colonisation, lorsqu'elle s'est terminée, au lieu de nous réapproprier, ben, nous avons fait une sorte de continuité avec nous-mêmes. Quelque part, le modèle colonial a été repris par nous-mêmes, et ce modèle colonial nous poursuit. Et il nous dit que l'Afrique, c'est pour danser et chanter, et voir des animaux exotiques. Et quelque part, dans notre inconscient, en agissant tous les jours, nous prolongeons cette forme de mépris. Donc, il y a tout cela aujourd'hui qu'il faut essayer de remettre en cause. De façon brutale, pas de façon radicale, mais de façon intelligente, stratégique, construite. En fait, il ne faut même pas faire de bruit en faisant cette construction. Parce que si on fait du bruit, on finira par nous interdire de la mener à terme. Il faut le faire de façon très stratégique, très silencieuse, comme d'ailleurs toutes les constructions solides du monde actuel ont été faites de façon... On se rend compte subitement que le monde est ce qu'il est, mais il y a des personnes qui, 50 ans ou 50 ans en arrière, avaient un projet de faire de ce monde que nous vivons ce qu'il est aujourd'hui. Donc, les Africains devraient sans doute méditer sur cela et faire des constructions silencieuses et efficaces par rapport à cela. Voilà les deux leviers que j'indiquais par rapport à l'affirmation, qui soient essentiels. Maintenant, l'autre point, c'est relatif donc à la construction d'une économie forte qui repose sur nos propres valeurs, nos propres compétences et nos propres ressources. Alors, l'Afrique a engagé un chantier intéressant avec la zone continentale de libre-échange, permettant de faire de l'Afrique un marché unique. C'est une avancée essentielle. Alors, comme toutes les avancées, ce qui en fera de la valeur, c'est en fait la nourriture que nous donnerons à cette avancée-là dans la pratique. Parce qu'il y a eu énormément de décisions politiques très fortes qui ont été prises en Afrique et qui finalement n'ont jamais pu franchir l'obstacle de la conception. Simplement parce qu'il y a toujours des courants qui viennent contrer cette volonté. Et ces courants-là, si on n'est pas préparé à les affronter ou à les esquiver, ben, on finit par tomber à travers cela. Parce qu'il y a quand même un ordre mondial. Et dans cet ordre mondial, l'Afrique est à sa place lorsqu'elle est au banc de la pauvreté et puis de la sollicitation permanente. Et quand l'Afrique veut quitter cette place, il y a un problème parce qu'elle est prévue là-bas. Et donc, il est essentiel que nous puissions transcender cette limitation pour pouvoir parvenir au stade de développement qui va permettre à nos populations de pouvoir exercer leur dignité comme toutes les populations du monde actuellement. Alors, le dernier point par rapport à cette Afrique qui se reconstruit, ben, ça va être sans doute lié à notre capacité à perpétuer plus ou moins cette démarche. Parce que c'est une construction, comme je dis, qui est de longue haleine et nous ne parviendrons pas en une seule génération. Donc, c'est un défi qu'il va falloir porter sur plusieurs générations et cela va imposer qu'on puisse codifier cette construction-là de façon très forte. C'est une construction. Une construction, ça consomme des générations, mais ça maintient un idéal permanent. Cet idéal-là, c'est une Afrique digne, une Afrique forte, une Afrique responsable, une Afrique ouverte qui participe avec toutes les autres nations du monde à la consolidation d'un idéal. C'est une Afrique à laquelle on n'impose pas une manière de voir, une culture universelle, une approche de son économie, une approche de sa démocratie, une approche de ses libertés. Tout cela doit être endogène, comme cela a été d'ailleurs pour toutes les sociétés. Et donc, c'est dans la marche du temps que nous allons
consommer les évolutions si seulement nous le souhaitons et pas parce qu'on nous l'aurait dit et qu'on se serait dit qu'il faut absolument le faire. Donc voilà, j'ai été moins prolixe à la fin de mon propos, sans doute avec l'épuisement, mais la passion de cette Afrique-là, vous avez pu la sentir sans doute à travers tout ce que j'ai pu dire. Absolument. Donc, c'était la troisième et dernière partie qui était consacrée au défi de l'Afrique dans ce contexte de COVID-19, le défi de l'affirmation, le défi de l'ambition, le défi de la construction. Il faut qu'on donne également à nos followers, ceux qui sont venus nous écouter, nous suivre, l'opportunité de faire passer leurs questions pour entendre les réponses avant de clôturer, de faire une partie en Wolof et d'annoncer notre prochain invité de lundi prochain. Fanta, est-ce que vous êtes là pour d'autres questions pour M. Diagne? Oui, merci beaucoup, Lika. On sent énormément de passion. On est très, très emballé par j'allais dire, le discours. Parce que personnellement, je suis très touchée par les mots et ce sont des mots qui me parlent. La première est la suivante. Croyez-vous vraiment que l'intégration par le marché sans l'intégration des politiques de développement est une voie de salut pour les micro-États africains dans la perspective de l'économie libérale globalisée? Oui, bon, déjà, l'économie libérale globalisée est un concept aujourd'hui qui va sans doute connaître des développements que pour l'instant, je n'ai pas la science de pouvoir le préciser. Mais c'est clair que le libéralisme aujourd'hui va être redéfini dès lors que le multilatéralisme lui-même était interrogé et que cette crise a provoqué des relents nationalistes qui sont encore beaucoup plus marqués et que donc il y aura un libéralisme qui sera sans doute de plus en plus social. Or, l'option libérale africaine a toujours été quelque part un libéralisme social. Ça veut dire qu'il tient compte de ces individus. Je crois beaucoup au marché parce que je pense que c'est la forme la plus rationnelle pour partager les richesses. Mais l'autre corollaire, c'est sans doute la gouvernance, parce que les marchés peuvent contenir en fait les besoins d'expansion des opérateurs économiques et pouvoir nourrir ces entreprises qui elles-mêmes vont créer des emplois et nourrir des populations et des familles. Et le régulateur le plus cohérent, c'est les États. Et les États, la base de leur stabilité, c'est la gouvernance. Donc, je pense qu'il y aura un glissement sur le modèle libéral. Et il devrait y avoir également un glissement sur le modèle de gouvernance pour qu'il y ait de plus en plus d'inclusion, mais également de plus en plus de confiance entre les acteurs. Parce que parfois, il y a des débats. Bon, moi, quand j'observe la scène politique, que ce soit au Sénégal, ou que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est peut-être en Asie, je n'ai pas une très grande culture de ce qui s'y passe. Mais souvent, les débats sont les mêmes. Hein. Ceux qui sont là sont toujours incapables. Et ceux qui leur succèdent, au moment de leur succéder, sont plus capables. Et une fois qu'ils leur ont succédé, ils sont moins capables. Donc, quelque part, il y a un problème. C'est comme un cercle vicieux qui se passe un peu partout en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a une autre matrice qui est peut-être invisible, qui finalement est au cœur du pouvoir. Hein, parce que ce n'est pas des théories conspirationnistes. Mais quelque part, on se dit si tous les politiciens finissent par être mauvais, c'est qu'il y a bien quelqu'un de bien. Et ce quelqu'un de bien, c'est sans doute lui qui orchestre le jeu des politiciens qui finissent par se succéder et par se ressembler finalement d'une contrée à l'autre. Lika, oui. Je vois qu'un de mes doyens à moi est en train de suivre, Mohamed Issa Ali. Oui. Et sa question est la suivante. La révolution sociale ne doit-elle pas précéder la révolution culturelle? Ces deux révolutions ne peuvent être silencieuses et ne réussiront que si elles sont dirigées par les masses populaires. La question de votre doyen est très pertinente. Oui, et c'est une question tellement pertinente que je n'aurai pas de réponse à la hauteur de cette question. La révolution sociale, je pense qu'une révolution sociale radicale n'est plus souhaitable. C'est mon point de vue. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une étape où il y a quand même des gains à travers la maturité des sociétés civiles africaines. Je pense qu'il y a des lignes qui bougent. Elles bougent à un rythme qui peut être insuffisant pour beaucoup de personnes, mais je pense que le fondement, justement, de la construction de ces lignes,
c'est une conscience. Et cette conscience ne peut être nourrie que par une forme de révolution culturelle. Pourquoi j'aime mieux le terme de révolution culturelle? C'est parce qu'il ne fait pas appel à des souffrances, à des sacrifices. Il fait appel à une conscience soutenue et nourrie et dans le temps. Alors que le terme de révolution sociale, bon, c'est quand même quelque part des souffrances qui vont être endurées, même si ces souffrances seraient destinées, parce que j'utilise même le conditionnel, seraient destinées à nourrir une quiétude future. Donc, en effet, je ne remets pas en cause cette conception, mais je suis quand même plus porté vers les approches stratégiques, silencieuses et tout aussi efficaces. La question suivante, le problème ne serait-il pas le système libéral? Bon, moi j'ai dit, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais un socialiste pur et dur. Et puis, plus on avance dans le temps, plus je me rends compte que je suis sans doute un libéral social, comme aiment à le dire certains hommes politiques, parce que je pense que la meilleure manière de partager la richesse aujourd'hui, c'est dans la liberté d'entreprendre et dans le fait que l'État est là pour partager pour les moins nantis et que les entreprises sont là pour générer la richesse à travers laquelle les États ont des moyens pour pouvoir le faire. Le modèle libéral pur et dur est sans doute pas le bon modèle, en tout cas pour l'Afrique, mais je pense que l'ère du socialisme également est une ère plus ou moins révolue car elle fait que l'individu se repose sur des constructions collectives pour lesquelles parfois elle n'a pas contribué à l'effort. Et donc, ça crée quelque part une forme de passivité. Alors que le libéralisme, on l'a vu d'ailleurs dans notre Sénégal, hein, même si, bon, je pense qu'on n'a jamais été 100% socialiste, comme on n'a jamais été 100% libéral, mais on a vu qu'entre avant 2000 et après 2000 quand même, la notion de volonté d'entreprendre dans notre pays a explosé. Et cela a généré pas mal de richesses qui ont permis à beaucoup de personnes et d'entreprises aujourd'hui d'être dans un niveau où ils ne seraient pas si cela n'avait pas été. Donc, un libéralisme tempéré plutôt qu'un socialisme, même si dans le cœur, nous sommes tous socialistes, parce que quelque part, nous travaillons dur et nous partageons tout ce que nous gagnons dans le travail avec les personnes avec lesquelles nous sommes. Mais pour une économie, je suis plutôt pour un libéralisme tempéré. Fanta, il y a toujours des questions? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Fanta? Merci. Merci, c'est bon pour le moment. Merci beaucoup. S'il y a encore d'autres questions, puisse notre invité est sur Twitter, sur Facebook, donc les followers peuvent échanger avec lui. Il nous reste très peu de temps, Monsieur Noureddine Diagne. Avant de faire un résumé en Wolof, j'annonce donc notre prochain invité de lundi. Il s'agit de Gilles Yabi, qui est analyste politique et il nous parlera des menaces et opportunités pour l'intégration africaine, lundi à 21h. Monsieur Diagne, dans le milieu du travail, les entreprises publiques ou privées ont massivement recours au télétravail, avec tout ce que cela implique en termes de technologie et de sécurité des données et outils pour les entreprises, les fraudes financières, la problématique du cloud, etc. Même si cette option présente de nombreux avantages et permet une accélération de la transformation numérique des entreprises en Afrique post-Covid-19, elle n'est pas sans risque. Parlez-nous justement de ces risques et comment les éviter. Tout à fait. Vous savez, la notion de risque nous ramène à la sécurité, qui est le thème central de notre discussion, puisque c'est également une question de perception. Alors, beaucoup d'entreprises n'ont pas investi dans les moyens digitaux en prétextant des contraintes parfois juridiques, parfois techniques et parfois même d'ordre sécuritaire par rapport à ça. Et cette crise est venue briser toutes ces constructions parce que c'était soit
vous fonctionnez avec des moyens digitaux, soit vous ne fonctionnez pas. Et le vous ne fonctionnez pas n'était pas une option acceptable. Donc, ça nous montre à quel point, quelque part, ces frontières que nous nous mettons à l'esprit lorsqu'il s'agit d'utiliser le digital pour accroître notre performance sont des frontières tout à fait artificielles, car du jour au lendemain, on est capable de les balayer. Il y a aussi des risques, c'est important de le dire, parce que le digital, c'est un espace où la manière de faire l'intrusion n'est pas visible. Je prends toujours une formule très intéressante du professeur Abdallah Cissé, qui est également un brillant intellectuel que j'apprécie énormément, mais qui disait dans une de ses interventions, dans la vie courante, lorsqu'on vous vole votre voiture, elle cesse d'exister là où vous l'avez mise et elle est à la disposition de celui qui vous l'a volée. Et dans le monde virtuel, lorsqu'on vous vole vos données, ben, vos données sont encore là. Vous ne savez même pas qu'on vous les a volées. Au moment où vous parlez, votre téléphone a été vidé de tout ce qu'il contient. Pas vidé, du moins, copié et utilisé à d'autres fins. Et donc, cela, c'est un risque aujourd'hui pour les entreprises, mais plus encore pour les individus et les particuliers que nous sommes. Parce que nous n'avons pas encore la culture de la préservation dans le monde digital. Pas plus que nos enfants ne l'ont également. Et ça, c'est un investissement très important qu'il faut faire, parce que le digital est quand même une vraie forêt amazonienne où il est capable de rencontrer des espèces assez spéciales. Donc, il y a un travail important à faire sur l'éducation digitale, à la fois des individus, des enfants, des organisations, car les risques sont là aujourd'hui et c'est des risques qui sont quand même parfois très préjudiciables. Hein. Je pense qu'il y a des statistiques de la Banque centrale qui donnent le montant des attaques, en fait, le coût des attaques sur les systèmes d'information des banques, mais c'est des montants importants. Et ça ne fait pas l'objet de publicité, bien entendu, parce que aucun client n'aimerait entendre que sa banque a fait l'objet d'une attaque cyber. Ouais. Il y a aussi le traçage numérique qui est utilisé dans la lutte contre la pandémie à COVID-19. Au Sénégal, les autorités avaient annoncé qu'elles mettraient en contribution la CDP, la Commission de protection des données personnelles, qui avait d'ailleurs présenté un plan d'action et donné des assurances, notamment sur la protection des libertés individuelles et les droits fondamentaux. Est-il possible de recourir aux technologies de surveillance numérique tout en respectant les droits humains? Oui, vous savez, l'outil permet de faire beaucoup de choses. Et après, tout dépend de l'ambition ou de ce que va en faire celui qui l'a entre ses mains. Je pense que les outils de traçage aujourd'hui sont très utiles dans le cadre de la gestion d'une pandémie, comme celle que nous vivons actuellement. C'est même, j'allais dire, indispensable. C'est des données qui sont anonymisées. Ça veut dire qu'on ne fera le lien entre la personne et son parcours qu'au moment où il y a une matière urgente à son propre bénéfice. Donc, quelque part, je soutiens les initiatives qui permettent de pouvoir aider dans le contexte de cette crise-là à travers le traçage. Maintenant, le débat est partout dans le monde. Hein, c'est du traçage volontaire. Donc, ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas vous faire d'ailleurs un traçage obligatoire. C'est impossible. Parce qu'un téléphone, on ne peut pas vous imposer de l'avoir où que vous alliez. Si vous voulez aller à un endroit où vous voulez que personne ne sache que vous y êtes, ben vous avez juste besoin de laisser votre téléphone et de ne pas sortir avec. Donc, c'est un traçage, en fait, qui n'est pas aussi ardu qu'on le pense, parce qu'il suffit simplement de laisser son téléphone, qui est le seul instrument de traçage, puisqu'il n'y a pas de puce qui soit insérée à l'intérieur de la peau. Donc, je pense que c'est un débat que nous devons appréhender sans passion, en sachant qu'il n'est pas absolu et qu'il est juste déterminé par rapport à l'urgence de la crise, et que donc, également, les autorités ont le devoir de rassurer les populations de sorte à ce que des spéculations ne soient pas entretenues et finalement finissent par anéantir toute la puissance du digital dans le cadre de cette crise-là. Monsieur Noureddine Diagne, c'était un plaisir de vous avoir reçu ce soir pour la qualité, la clarté de votre exposé et les réponses très franches et très pertinentes que vous avez apportées à toutes les questions qui ont été posées. Je rappelle que le thème ce soir, c'était sécurité et liberté avant et après le COVID-19. En 5 minutes, est-ce que vous pourriez résumer le contenu de votre présentation en Wolof? waaw dinaa ko jéem a def ci wolof maanaam waxtaanu tey bi doon xool
mbirum moom sa bopp mooy liberté de waaw mbirum moom sa bopp buñ ko tegee ci maanaam opposition ak karange naka lañ ciy génnee ndax jamono bi nu nekk karange dafa laaj ñu jël ku ci nekk lu nga xam ne mooy moom sa bopp bu mu yoroon nu daal di ko wàññi ngir mun ko yokkal karange te loolu boo ko xoolee ci àdduna bi yépp la taxaw te lu koy gën a firndeel mooy li nu nekk mooy mbas mi ni wax bi nga xam ne moom la ñuy dund ci jamono bu nu toll nii dafa laaj ci benn wàll nguur ñi nga xam ne ñoom ñoo yor doole bi mu daal di jël ay mesures yi nga xam ne day mën a yokk aar karange bi te mesures yooyu buñ ko jëlee dafay xañ ku nekk li nga xam ne moom la amoon ci moom boppam maanaam fu ko neex dem waxtu bu ko neex génn nag dem loolu nag dafa nekk li nga xam ne buñ ko xoolee ci état yi nga xam ne am na yépp ku ci nekk rek nit ñi dañuy réagir ci li nga xam ne ñoom dañu yaakaar ne fu mu nekk ni seen kaaraange moo leen gën a jaral lu def ci effort que seen liberté moom seen bopp loolu nag mooy tax situation yi du nekk même situation yi boo jógee benn dëkk dem ci beneen dëkk ndax boo xoolee dëkk yi nga xam ne ni ngi ci Europe ñu ci bari si ñoom dañu jël ay matukaay yi nga xam ne dafa kawe maanaam ku nekk toog këram bu kenn génn ay ñaari weer loolu nga xam ne ñun buñ ko doon jéem suñu dëkk yi bu mun a sotti ndax suñu koom-koom dafa nekk koom-koom bi nga xam ne bés bu nekk ku ci nekk da ngay génn dàq sa wërsëg boo ñibbisee li nga am nga jëriñoo ko seddoo ak ñi nga xam ne ñoom nga ko bokkal donc loolu moo tax yeggunu ba ci niveau boobu waaye nag crise bi comme dafa nekk lii law te lu mu firndeel mooy ci boo xoolee ci àdduna bi yépp waa amul benn nguur bi nga xam ne daal dafa taxaw ne man mbir mi moom xam naa nu mu koy fajee nii la ak ne la nguur yépp dañuy taxaw di mujjee sax waxtaan wala di warante ak ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ci mbir mi ak ñi nga xam ne tam ñoom ñooy représenté li ñuy wax société civile ba di jéem a jël ay mesures yi nga xam ne daal mooy bu kenn mer rek waaye ñëpp xam ne mbas bi bu mu duggee ci amul li nga xam ne changé na soppeeku na ba nga xam ne lu jaroon ñu tëj bunte yëpp ci njëlbeen nekkatu fi ba nga xam ne mën na ubbi bunte yëpp lu tax nu ubbi bunte yëpp mooy koom-koom yi mënatunu jëm kanam fii ak ni ngi tëj bunte yëpp donc léegi lu ci des mooy nit ku nekk nga xam la mooy sa wàll ci mbas bi nga daal di ko doxal xam ne nguur bi benn wàll rek la ci am lu ci des nit yaa ko yow loolu nag dafay fexe ba nga xam ne adduna bi ni mu doon doxee nga xam ne ku ci nekk da ngay gëm rek ne karange bi moom dénk naa ko nguur bi waaye bàyyi man ma doxal rek sama bopp léegi loolu nag dafa nekk li nga xam ne nekk na loo xam ne maanaam daal ci avenir bi dina changer ndax foog mu am beneen débat bi nga xam ne nguur bi dañ naan ñoom karange bi ak lépp li nga xam ne ñoo ko yoroon nga xam ne loo leen laaj ak lu tontu la comme am na li nga xam ne xew na te boo demee si àdduna bi yëpp nguur boo laaj du la mun a tontu bu wóor te dëgër day nekk nag li nga xam ne dialogue boobu day poussaat ba nga xam ne nit ñi maanaam fi nga xam ne nit yi fa doon taxawoon ak seen moom seen bopp ak fu ñu taxawoon ci seen wàllu karange dafay daal di soppeeku donc nekk na daal waxtaan bi nga xam ne jeexagul tey waaw xam na ne daal fu ñu jëm dina am ay soppeeku yu xaw a bari ndax fu ñu jëm réew yu nekk dañu nag xoolaat seen bopp pour mën a gën a dëgëral seen taxawaay te jamono boobu day tax Afrique tamit ci boppam dina amaat boo moytul départ bu bees ndax bu ñëpp taxawee xool seen bopp ñun tamit ñu war a taxaw xoolaat suñu bopp te suñu taxawee xoolaat suñu bopp ñëpp na nga def mooy ku ci nekk da ngay daal di wékku ci li nga xam ne moom nga yor moom nga xam ñun tamit bu ñu daal di defee noonu xëy na suñu Afrique bi dina yokk koom-koomam te dina yokk tam gëddëm ci adduna bi ba nga xam ne ñun tamit lu ñu xalaat ak lu ñu bëgg dinañ ko mën a am donc loolu daal laa ko mën a résumé ci wolof gis na nag jafe na parce que résumé ci wolof moo gën a jafe xanaa tàmbali bu beneen dañuy tàmbale ci wolof après daal di ko résumé ci français. Pourquoi pas. jaajëfal Monsieur Noureddine Diagne, vous ouvrez en tout cas de nouvelles perspectives de débat. Je rappelle que c'était un plaisir de vous avoir reçu ce soir. Vous nous avez entretenu du thème liberté et sécurité dans un contexte de Covid-19. Je rappelle que ce webinaire est une initiative
de l'ex-Africa et du programme Citizen de GEDER, soutenu par deux partenaires, Manager Productions et Lead Sénégal. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Lundi prochain, notre invité sera Julie Yabi, analyste politique sur le thème COVID-19, menaces et opportunités pour l'intégration africaine. Merci à toute l'équipe qui était derrière, Eliman Fanta, Absa, Rokhaya Mahadi Djainaba, mention spéciale aux garçons comme d'habitude, Mohamed, Abraham et Djibi. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Merci à vous et excellente soirée. Merci, M. Diagne. Excellente soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Go on the beat.